Docteur Thomas Lamotte, bonsoir, merci d'être avec nous pour cet échange. Donc Bonsoir. nous sommes le 30 mars et je dois dire que j'ai été complètement passionné par ce livre qui est une découverte. Si la maladie n'était pas un hasard, mais on a vu que vous en aviez écrit plusieurs, hein, la compensation symbolique, toujours autour du même thème. Et ce même thème, qui est cette compensation symbolique, on en a tous des exemples autour de nous. Je cite celui-ci, hein, qui est dans le tout début de votre livre. Un jeune homme qui s'embarque pour l'armée, qui dit à sa mère qu'il part pour 6 mois en Nouvelle-Calédonie, et sa mère lui répond: mais tu veux ma mort? Et 6 mois plus tard, il se met à avoir une paralysie des jambes, puis une paralysie des bras, à tel point qu'on est obligé de le rapatrier, et que évidemment il ne pourra pas faire l'armée. Donc ça, ce type d'exemple, j'allais dire, de l'incidence des mots meurtriers, on en a tous des exemples, mais on va voir que ça peut aller beaucoup plus loin. Alors première question, euh, sur votre parcours d'abord, vous êtes neurologue. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours en hôpital et des raisons qui vous ont amené à quitter l'hôpital? Voilà. Ben, je voulais rester en CHU, j'étais originaire de Caen. Je suis allé faire l'internat, le clinica à la Salpêtrière à Paris, et puis je suis devenu en même temps anatomopathologiste, c'est-à-dire on regarde les autopsies, on regarde les tissus au microscope, etc. J'avais un poste retenu à Caen. Puis en fait, comme le poste était tenu par quelqu'un de bien compétent, je n'ai pas voulu prendre sa place et je suis allé juste à côté à Lisieux. Et à Lisieux, je ne suis pas resté très longtemps comme chef de service parce que c'était complètement inintéressant de voir les malades à la file en leur consacrant simplement 10-15 minutes dans une consultation, alors que pour moi, c'était important d'essayer de comprendre pourquoi les gens étaient malades. Il y a eu un signe qui m'a été donné, entre guillemets. J'ai accompagné un pèlerinage à Paray-le-Monial et à Paray-le-Monial, le soir, j'ai emmené une malade en petit fauteuil roulant à la prière. Et le lendemain matin, cette femme qui ne marchait plus depuis des années s'est remise à marcher devant moi, sans canne, sans appui, sans rien. Effectivement, j'ai dit, les médecins n'ont rien compris. Si on peut guérir comme ça aussi rapidement, c'est qu'il y a autre chose à comprendre. Et donc, quelques mois après, j'ai donné ma démission pour pouvoir justement étudier les malades et savoir ce qui se passait au niveau de la maladie et non pas au niveau des théories médicales et des facteurs de risque avec lesquels on nous ressasse, surtout pour vendre des médicaments, on va dire. Et donc, je suis parti en 85 et j'ai continué donc à faire ce métier-là avec simplement l'oreille comme outil et en même temps l'oreille comme outil pour faire guérir les gens, pour aider les gens à guérir. Ce que j'avais découvert déjà un petit peu, c'était la notion d'une culpabilité dans la maladie. Et maintenant, on a précisé cette chose-là sous la forme de compensation symbolique inconsciente. C'est l'équivalent du syndrome de Pavlov, mais pour les mauvais souvenirs. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui a un mauvais souvenir qui se met en place, une expérience tout à fait anormale. Vous ne développez pas la maladie aussitôt, mais vous êtes conditionné par cette histoire qui vous est arrivée, si vous êtes fait ridiculiser, si vous êtes fait voler, etc. Enfin, et ensuite, si vous gardez cette expérience qui vous a dévalorisé sans en parler, eh bien, vous êtes sur une décharge prête à exploser, entre guillemets. Donc, le réflexe conditionné qui va se développer, c'est une compensation symbolique inconsciente. C'est-à-dire que le symptôme est quelque chose qui est le contraire et qui ne vous permet pas de développer le symptôme. Je prends l'exemple de Ray Charles, qui est connu de tout le monde. Ray Charles, il voit son petit frère, 3 ans et demi, Noyer. et sous ses yeux. Et donc, dans les années qui viennent, il devient aveugle. Bien. Alors ça, c'est le mauvais exemple, entre guillemets.
dans la Oui, mesure… juste pour préciser l'histoire de Ray Charles, lui avait 5 ou 6 ans. Son petit frère est tombé dans la bassine de lessive de sa maman, la tête la première, et Il avait lui, 3 ans et demi, d'après ce oui, que… Bon, bon, ou 3 ans et demi, et oui, lui est resté figé sans rien dire. Et en oui, fait, ce que vous voulez dire, pour bien l'expliquer, c'est que sans doute la culpabilité de ne l'avoir pas vu et de n'avoir rien fait en l'ayant vu fait que quelques mois ou quelques années plus tard, ben, il se condamne lui-même de sa propre vue. voilà. Alors, c'est pas du tout ça, justement. Ah, C'est ça l'intérêt. ok. C'est ce que vont raconter beaucoup de psychologues. En Ouais. fait, si il tombe aveugle après cette vision, c'est qu'il y a déjà eu un conditionnement, une sensibilisation. Et en fait, la culpabilité de Red Charles, c'est d'avoir fait la gueule quand il a vu sa mère arriver avec un autre gamin dont il a été jaloux. D'accord. Voilà. Et donc, la solution qui va être trouvée par l'ensemble familial, ça va être le retour donc dans la lessive, c'est-à-dire le petit frère retourne dans la poche des os, Dans le ventre de maman, oui. symboliquement. Donc, il n'est pas là. Donc, il n'y a pas à se désoler pour le petit frère. Et la maman, elle n'a pas à se désoler de voir Red Charles, etc. Mais si vous voulez aider Red Charles à guérir de sa cécité, ne lui parlez pas donc de son incapacité à rattraper son petit frère quelque part. On aurait peut-être trouvé qu'il l'avait poussé dans l'eau, mais bon, je ne vais pas jusque-là. Par contre, c'est sûr que c'est le premier événement qui nous donne la clé. Et si on ne va pas chercher un premier événement, eh bien, on va raisonner complètement à fou. C'est ce qu'a fait M. Hammer toute sa vie, qui est un médecin allemand qui avait trouvé beaucoup de choses, et notamment la lecture du scanner, mais qui est parti de sa propre expérience, où il a fait, à la suite de la mort de son fils accidentel, un cancer du testicule. Or, une première fois, ça ne donne jamais de symptômes. Donc, il commence par une histoire complètement fausse et il emmène des milliers de gens dans cette histoire-là. C'est toujours une seconde fois. Et si je veux empêcher la seconde fois, c'est-à-dire l'apparition d'un symptôme, il faut absolument que ce qui m'a marqué, ce qui m'a déplu, ce qui m'a fait de la honte, qui a fait une mauvaise image de moi, il faut que je le raconte et à ce moment-là, on décharge complètement la culpabilité. C'est-à-dire que si je ne dis rien, ça va être l'inconscient qui va gérer toute la séquence jusqu'au moment où il y a un réveil du mauvais souvenir. Autrement, si on en a parlé, si on a été dans la franchise, on a déchargé la bombe et donc c'est le conscient qui va gérer les choses comme couramment, habituellement. Donc, en fait, ce qui va être à l'origine d'un symptôme, c'est chaque fois une culpabilité, un mensonge à soi-même, un sentiment que l'on n'aura pas exprimé, Voilà, une vexation. Bon, absolument, et qu'on n'a jamais dit à personne parce qu'on a honte. d'accord. Hein. Et vous pensez que le simple fait, précisément, vous le dites dans votre livre, c'est pas simplement le fait de le dire, il faut quelque part le vivre, en fait, en revivre l'émotion, L'intégrer, oui, c'est sûr. l'intégrer. Hein, c'est sûr. Mais par contre, effectivement, en fait, toutes les maladies, c'est simplement une façon de cacher sa culpabilité. Hein. Et la maladie, c'est une façon, mais s'il y a un désaccord entre deux personnes, l'accident que je vais avoir, c'est aussi une façon de cacher ma culpabilité, parce que les conséquences de l'accident font que je n'aurais pas pu vivre la phase numéro 1 de sensibilisation. Hein. Et c'est ça qui est étonnant. Quand vous connaissez un petit peu le cerveau, vous avez un traumatisme crânio-cérébral sévère après un accident, eh bien, vous voyez que c'est les zones qui ruminaient avant l'accident, hein, qui étaient en pétard, entre guillemets, qui vont être détruites par les contusions cérébrales. Et tout ça, c'est prévu d'avance, au millimètre près. Donc, c'est celles-là qui vont être détruites et pas les autres. Alors que Et pas dans les un autres. Voilà. traumatisme, on peut se dire que c'est là où le choc porte que la zone va être détruite. Voilà, mais donc le traumatisme, il est organisé physiquement pour aller détruire telle et telle zone. D'accord. Alors, il y a quantité d'exemples. Donc, j'ai parlé, donc, dans votre bouquin, il est même illustré régulièrement de ces exemples.
J'ai retenu celui de cette femme qui avait des absences et tombait dans les pommes, et de façon de plus en plus fréquente au fur et à mesure que la date d'échéance de la fin d'indemnité chômage de son mari se rapprochait. Au plus la date se rapprochait, au plus il y avait des fréquences. Alors ça, j'allais dire, on pourrait facilement faire le lien et le comprendre. Ce qui complexifie les choses, c'est que très souvent, alors on verra d'autres cas comme les tumeurs du cerveau, etc. Mais ce qui complexifie beaucoup les choses, c'est que vous avez observé que très souvent, enfin dans la majorité des cas, la cause était à rechercher 6 mois auparavant l'apparition des symptômes. Oui, alors il ne faut pas trop mélanger. Effectivement, dans les déclenchements des symptômes, hein, donc il y a un facteur qui va sensibiliser d'abord. Une première étape, il n'y a pas de symptômes. Et lorsqu'il y a déclenchement du symptôme, c'est excessivement souvent 2/3 des cas, je pense, à peu près. Après un imprévu, il y a une compensation du temps imprévu. Il faut que la date devienne prévisible. Et la date prévisible, c'est quand la position de la Terre est à moitié de sa trajectoire par rapport à l'événement au moment de l'imprévu. Et à ce moment-là, donc, on a 6 mois. Alors, effectivement, si c'est 6 mois, juste, ça va être, par exemple, une douleur qui apparaît, ça va être une perte de connaissance. Mais si c'est une sclérose en plaques qui commence au bout de 6 mois, eh bien, les symptômes cliniques et le diagnostic ne sera fait sans doute, Buljevac, un auteur qui a fait cette étude, dit entre 7 et 12 mois après le facteur de déception. Hein. Puisque je parle de la sclérose en plaques, autant dire tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'une sclérose en plaques? Ce sont des parents, entre guillemets, qui sont trop rentrés dans ma vie. Hein. Et donc, je vais faire une destruction, donc une maladie immunitaire, où je détruis ces parents symboliques, les parents symboliques étant les oligodendrocytes. Hein. Donc, si je ne suis pas content après mes parents, effectivement. Et moi, mon travail pour une sclérose en plaques, ça va être au contraire de démontrer que ce que je prends pour quelque chose de négatif de la part des parents, c'est en fait moi qui l'ai mis sur place. Je vous donne un exemple tout de suite. Un monsieur qui commence sa sclérose en plaques et qui en veut à sa mère parce que sa mère donne toujours l'appui à l'un de ses frères jumeaux. Et le frère jumeau, donc, elle accourt alors qu'il n'a que 2 enfants. Lui, il a 3 enfants, c'est plus difficile quand il s'absente. Et la maman ne vient pas l'aider. Mais pendant toute son enfance, il a répété qu'il était nettement plus doué et plus capable que son frère. Et donc, la maman se comporte en aidant essentiellement le frère qui est moins doué, entre guillemets. Voilà. Une fois qu'il a pris conscience de ça, effectivement, on est revenu bien dans le conscient avec les exemples et tout ça, et il n'y a plus de raison de continuer la maladie. Hein. Alors, mais est-ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, pour la médecine, une sclérose en plaques, elle est irréversible, c'est-à-dire qu'on peut ralentir l'évolution des symptômes, mais il n'y a pas il n'y a pas de retour au mieux. Absolument, la médecine, bon, d'abord, elle ne guérit pas parce qu'elle ne fait pas raconter la honte que je porte. Hein. Et ça c'est nécessaire à une guérison stable et définitive. Hein. On peut très bien avoir une guérison ou une rémission totale, mais si c'est simplement par un phénomène purement symbolique, eh bien, effectivement, à ce moment-là, on n'aura pas la guérison, on pourra avoir des rechutes rapidement. L'histoire du Chichester, c'est le marin qui n'était pas marin, il était aviateur au départ, mais il commence à faire un cancer du poumon et à ce moment-là, il se dit, je vais faire de la voile. Il n'était pas marin, mais il devient très bon à la voile et il devient très bon à la course en solitaire à la voile. Hein. Or, Chichester, sans le savoir, il avait choisi de gagner grâce au souffle, le souffle du vent, bien sûr. Et comme la dispute, c'est le déclenchement du cancer du poumon bronchopulmonaire, effectivement, la symbolique était bonne. Il pouvait gagner soit en s'engueulant avec quelqu'un, c'est ce qui avait déclenché sa maladie, soit en gagnant une course, ce qui faisait ses victoires et ce qui le faisait guérir. Hein. Voilà. Et quand pour la première fois, il a rencontré une tempête terrible et il n'a pas eu, le souffle était trop fort et c'est pas lui qui a eu le dessus. Et il a été obligé de demander du secours pour qu'on le sauve. Et à ce moment-là, son cancer est reparti.
parce qu'il n'y avait pas eu, il n'y avait rien eu comme aveu, etc. Et donc, c'était simplement l'effet symbolique du soufre contre l'effet symbolique du soufre qui avait mis en place cette stabilisation. Ok, alors, mais pour en revenir à la sclérose en plaques, j'ai pas bien compris. Vous voulez dire qu'il est possible d'avoir des rémissions complètes une fois qu'on a compris véritablement le Ah bah, sens? c'est évident parce que déjà, les lésions sont réversibles en grande partie, tout au moins au début des maladies, quand elles débutent par des poussées, hein, et des rémissions, hein, donc c'est déjà bien. Mais effectivement, quand on les pousse jusqu'à cette prise de conscience, et ça, c'est effectivement, il faut connaître parfaitement bien le, le, le comportement, entre guillemets, et la symbolique, hein. Alors, la symbolique, effectivement, on ne l'apprend pas dans les livres, il faut l'apprendre au coup par coup, par une méthode, non pas où on fait des statistiques, parce que c'est complètement absurde, les statistiques n'ont jamais rien apporté, mais par contre, on fait une étude au cas par cas. C'est C'est-à-dire, du cas par cas. vous avez une maladie, une atteinte d'un nerf, vous notez ce que la personne a vécu avant. Et là même, une autre personne qui a le même nerf atteint, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc., etc. Et vous ne gardez que le petit noyau de 100% la même situation, hein. Eh bien, ainsi, quand vous êtes comme ça et que vous vous interrogez sur l'existence de douleurs ou de fourmillements sur le côté de la cuisse, jamais aucune étude médicale actuelle ne vous parle de problèmes psychoaffectifs avec un chien. Parce que c'est là que le chien vient mettre sa tête pour chercher la caresse, hein, et c'est toujours une première histoire qui va sensibiliser la personne et une deuxième épisode qui va déclencher le phénomène donc, de fourmillement. La dernière fois qu'il y a eu l'histoire que c'est racontée, c'était une femme. Non, non, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu d'histoire avec le chien. Bon, il y a mon vieux chien qui est mort. Oui, mais moi je m'appelle Thomas Lamotte. Thomas, c'est celui qui ne croit pas, et c'est-à-dire que euh, elle m'a dit qu'il y avait une histoire avec le chien. Bon, eh ben, je vais creuser un petit peu. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que cette pauvre femme, n'ayant pas assez d'argent pour payer le vétérinaire pour mettre fin au jour de son chien, elle l'a étouffé. Oui, ça change la donnée complètement. Ah oui, d'accord. Et donc, elle portait cette culpabilité-là. Terriblement, et effectivement, parce qu'elle n'avait pas d'argent et parce qu'elle avait été obligée de faire ça. Ben, vous voyez, c'est pas racontable, c'est pas. Quand Ouais. on n'a pas d'argent au point de faire ça, enfin, elle aurait pu trouver d'autres solutions, hein. D'accord. Mais donc, ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, présenter comme ça, en disant 100% des symptômes du nerf de la cuisse, alors je ne sais pas si c'est droite ou gauche ou les deux, Les deux, c'est ça peut être droite ou gauche, oui. bon, c'est le lien avec un chien. En tout cas, c'est ce que vous avez observé, mais vous Pour pouvez. l'instant, c'est sur une trentaine, quarantaine de cas, hein. D'accord. Une trentaine et quarantaine de cas, j'en profite pour dire, oui, parce que j'ai revu en lisant mes notes, je l'ai écrit, vos consultations, ça porte quand même sur plus de 30 000 personnes en prenant le temps, et 45 000, vous disiez, en tout, ce que vous avez pu Oui, et puis comme voir, chaque quoi. personne va m'amener 2 ou 3 histoires, ou 4 ou 5, ça fait 100 000, 200 000, je ne sais pas, hein. Mais c'est évident que là, c'est vérifié, et c'est vérifié non pas avec des statistiques, hein. C'est vraiment, il faut que ce soit du 100%, c'est-à-dire qu'on est sûr que le lien de cause à effet est là, puisque quand il y a l'effet, il y a la cause, et inversement. Ok, alors ce qui est très étonnant, on peut comprendre la survenance d'un symptôme après 6 mois après, par exemple, un choc, même s'il est la réminiscence de quelque chose de plus ancien. Mais ce qui m'a beaucoup troublé aussi, c'est que les symptômes peuvent apparaître précisément quand l'origine euh, du mal, entre guillemets, disparaît. C'est-à-dire que quand ça va mieux, c'est là que le symptôme peut survenir aussi. Ben oui, parce qu'effectivement, c'est là que se passe le réveil du mauvais souvenir, hein. Ce n'est pas uniquement parce que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et donc, c'est la fonction des circonstances. Et effectivement, vous avez tout ce qu'on appelle des cancers des canaux, enfin, le cancer du cerveau, le cancer des canaux des seins pour les femmes, etc.,
qui sont des cancers qui se déclenchent uniquement quand ça va mieux. C'est-à-dire que la relation devient celle que j'attendais et à ce moment-là, je déclenche mon cancer alors qu'effectivement, tant que ça allait mal, j'étais en parfaite santé. Et ça, c'est un drame. Mais une fois qu'on sait ça, effectivement, ça donne les moyens d'agir et de proposer des Alors, solutions. et donc, vous l'expliquez encore une fois parce que c'est un acte rebond ou un acte qui est lié euh, au déclencheur qui va se trouver 6 mois plus tôt. Ah non, 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 non. Là c'est des années avant. Hein. D'accord. Ça peut être. Pour ce qui est de la tumeur, elle commence à se déclencher à partir d'une sélection. Vous avez une maman qui est virée par ses enfants parce qu'elle a divorcé, donc on coupe les liens. Hein. Et puis, il y a un des enfants qui se marie, arrive un héritier, et à ce moment-là, on refait de la fête de famille. Et on refait de la fête de famille où la maman est invitée. Eh bien, quand elle est invitée, c'est là qu'elle va déclencher son cancer canalaire du sein gauche et qu'on va lui découvrir dans les semaines suivantes. Alors ça, c'est encore toute une partie effectivement qui est développée dans votre bouquin et qui fait partie des découvertes, si je puis dire. C'est que c'est le symbolisme du corps. Effectivement, vous parliez du cancer du sein et quand une personne, une femme en particulier, est atteinte du cancer du sein, c'est toujours le cercle de la famille et des enfants qui est en cause. Oui, oui, ou même sa personne, parce que le cancer du sein, bon, il y a le plus fréquent que le cancer canalaire, mais vous avez au moins 5 sortes de cancers du sein différents, avec un sens différent, et vous avez des cancers lobulaires qui vont se développer quand ça va mal, et non pas quand ça va mieux. Hein. Donc, effectivement, tout ça, ben, c'est au fur et à mesure de voir les malades et d'écouter qu'on apprend ça. Oui, mais ce que je voulais dire, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est précisément sur cette symbolique que vous mettez en évidence. C'est pas, et puis c'était très marquant au niveau des mains, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est que selon l'affection porte sur le côté droit ou sur le côté de gauche, c'est pas la même chose. Et selon que c'est le sein, le ventre, l'épaule, le coude, le genou, c'est pas la même chose. Quand on était tout à l'heure ensemble, vous disiez tout ce qui va concerner le nerf qui part du coude jusqu'au pouce, j'essaie de le montrer ici, c'est toujours le couple qui est en cause. Le nerf du couple, je l'appelle, oui, effectivement. Et même si c'est un petit gamin qui a 15 ans ou 16 ans, qui vient avec une douleur atroce à ce niveau-là, je vais chercher une histoire de couple. Hein. Donc la maman, ben, je lui ai expliqué qu'il a dû avoir une petite copine et que ça s'est mal terminé. Et effectivement, l'année précédente, la fille et le gars avaient raconté à tout le monde, aux deux familles, on va se marier plus tard, on va se marier plus tard, on va se marier plus tard. Et un an plus tard, quand le garçon redemande à la fille, tu es toujours d'accord? Non, mais tu n'es pas cinglé, non? Voilà. D'accord. Ouais, ok. La douleur guérit instantanément, alors qu'elle va durer des mois, des années, si on ne va pas chercher cette chose-là. Si on ne va pas chercher la cause. Alors ça, c'est un des éléments, on l'a dit en introduction, qui vous a amené à quitter l'hôpital. C'est que pour pouvoir trouver la cause, ça demande beaucoup de temps que l'on n'a pas dans l'hôpital et que vous avez pu consacrer en travaillant en cabinet. Vous dites en général, c'est 1 à 2 heures d'échange. Dès que c'est un cas un petit peu compliqué, quelqu'un que vous ne connaissez pas, oui, bien sûr, 1 heure, 1 heure et demie d'échange, et c'est fréquent, mais ça vaut le coup, puisqu'après la personne, elle est guérie. Ben oui. Bon, vous avez des gens qui font des maladies qu'on appelle des dystonies focales. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pour le neurologue, et pour le neurologue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui font un torticolite spasmodique, par exemple. Hein? Ils vont y voir une crampe de l'écrivain. Bien, quand vous avez cette maladie-là, on vous fait des piqûres de toxines botulininiques pour que les muscles se calment pendant quelques semaines grâce à ce traitement-là. Et ça ne se guérit jamais. Je reçois cette personne, votre symptôme s'est installé, combien de temps? Il y a combien de temps? Voilà. Et je vais calculer donc les 6 mois, parce que effectivement, c'est toujours lié à un imprévu, les dystonies, hein, les 6 mois. Et donc, on va trouver 6 mois avant un imprévu qui est de l'ordre d'un amour impossible. Hein.
Par exemple, un monsieur qui se rend compte qu'il est très heureux que son père soit mort. Vous voyez. Et à ce moment-là, il va avoir la crampe de l'écrivain. Il Bon. va avoir la crampe de l'écrivain 6 mois plus tard? Qui débute 6 mois plus tard, exactement. D'accord. Et donc, à ce moment-là, bon, bah, si c'est 6 mois plus 2 ans, ça sera 6 mois plus 2 ans, hein, mais c'est 6 mois le début, c'est brutal, une dystonie. Hein, et quand elle se déclenche, eh bien voilà, on va voir ce qui s'est passé. En général, la symbolique, il faut la connaître très bien, parce que si vous avez un monsieur qui a le soir 2 doigts, le majeur et l'index de la main droite qui se courbent le soir quand il se couche, il faut savoir que c'est pour empêcher son beau-père d'avoir des attouchements sexuels vis-à-vis de ses enfants. Enfin, donc oui, effectivement, la sexualité du majeur, et puis l'index, le père, le beau-père, etc. Mais une fois que vous savez ça, donc les gens vont vous raconter très simplement cette histoire qu'ils n'ont jamais racontée à personne. Alors attendez, parce que j'ai pas très très bien compris là. Donc un homme qui vient vous voir parce qu'il a ces symptômes-là. Il se Oui. trouve que son père est décédé, que les symptômes Non, ont… non, il a ces symptômes-là Ouais, et son beau-père a tripoté les enfants. Et d'accord. donc, symboliquement, le fait de plier le majeur, le beau-père ne peut pas avoir d'activité sexuelle, et l'index, c'est le beau-père en personne. Alors Oui, là, on est parti sur un exemple qui va effectivement extrêmement loin. Euh, extrêmement. Mais J'aurais aimé qu'on y aille progressivement parce que là, peut-être beaucoup vont nous lâcher en disant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? voilà, effectivement. Alors, il y a une topographie du corps qu'on apprend, hein, on va Mhm. apprendre, et cette topographie, elle n'est pas du tout cohérente, coïncidence avec les personnes qui font le même métier. Mais pour moi, effectivement, on va prendre les symptômes droite et gauche. Pour la première chose, c'est la latéralité. Hein. Le cerveau, il est fait de 2 hémisphères. Du côté gauche, les hémisphères, ce sont les hémisphères de la réception. Hein, et du côté droit, c'est l'hémisphère de l'action. Si ça se passe mal quand je fais une action, le symptôme va donc être à gauche. Si on m'oblige à faire quelque chose qui ne me plaît pas, le symptôme va être à droite. D'accord. Voilà. Hein. Monsieur Odoul vous dira qu'à droite, c'est toujours une femme ou presque. Non, non, c'est pas vrai parce qu'il y a des hommes féminins, malheureusement, qui viennent nous embêter et qu'on ne peut pas, classer comme ça si rapidement. Voilà. Pour la droite et pour la gauche. Hein. Bon, quand c'est les deux côtés, ben c'est qu'il y a un double problème. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, j'en profite, puisqu'on est sur cette cartographie, si je puis dire, du corps humain, qui dit, très intéressant, et pour l'arthrose au genou. Alors, d'une part, l'arthrose et les genoux ensuite, symboliquement. Alors, les membres inférieurs sont les membres qui servent à la relation. Hein. Donc, chaque fois que vous avez un coureur un petit peu cinglé comme Lance Armstrong, il est en train de pédaler pour consoler, pour essayer de maintenir la fidélité du couple de ses parents, mais ça s'est passé quand il était un fœtus âgé de 3 mois. Hein. Et il va pédaler toute sa vie pour que ses parents s'entendent bien et restent ensemble. D'accord, donc là, c'est encore un exemple qui va loin. Mais j'entends ce que vous dites. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est une précision diabolique, on va dire, quelque part. Enfin, que notre cerveau puis oui, et puis inventer tout ça, et puis après qu'on arrive à le décrypter de façon sûre, on va dire. Hein. Donc le genou, effectivement, le genou, c'est lié surtout à la soumission. Hein. La soumission, l'arthrose, elle apparaît quand le problème va mieux, entre guillemets. Hein. Et donc, effectivement, un problème de soumission dans la relation. Alors après, faut détailler, mais on arrive très rapidement à voir ce qui s'est passé. Allez, là, l'arthrose est apparue à telle date, bon, 55 ans, on divise par 2 et on va avoir un événement où il s'est passé un accrochage, où il n'y a pas eu une bonne soumission comme je le souhaitais, par exemple,
pour un côté droit. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir enclencher l'histoire et recomposer l'histoire. Ok. Est-ce que c'est actif de faire ça? Est-ce que c'est intéressant? Ben oui, j'avais une grosse boule d'arthrose au niveau d'un pouce. Le pouce, c'est la mère, hein, qui était apparue parce que, pour une fois, ma maman n'avait pas pris ma défense dans une dispute familiale contre mon père. Hein, et donc, j'ai fait ma boule d'arthrose. Une fois que j'ai compris ça, ben, la boule, elle est partie. La Hein, boule est partie. Mais c'est fou, il y a plusieurs exemples, je les reprendrai un petit peu plus tard, qui sont très étonnants. Tant qu'on est sur le genou, il y a Geoffroy qui nous dit et quid d'une fracture des ligaments croisés du genou à l'occasion d'une chute de ski. Oui, ben, non, parce que là, on va être parti dans tous les détails. Oui, allez, on peut pas le faire, mais Qui n'intéresse pas tout le monde. non, mais Ou je donne quelques choses pour illustrer, ouais, ou ouais. voilà. Hein. Alors, juste, ce à quoi je voulais en venir après, c'est toujours sur cette symbolique. Vous dites par exemple que la thyroïde, c'est toujours les problèmes de thyroïde liés au sentiment de l'impuissance. Oui, oui. Mais impuissance, urgence, bien sûr. Alors, tout dépend si c'est j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Si j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, c'est vers mon cerveau au niveau frontal qui va envoyer le message. Et à ce moment-là, une fois que le problème sera solutionné, entre guillemets, enfin, il y aura une évolution, eh bien, je vais faire des nodules de la thyroïde. Hein. Par contre, si c'est une urgence, je suis en train de me noyer, vite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, effectivement, ça risque d'être une maladie de base d'eau, donc une hyperthyroïdie, parce que c'est dans l'urgence vitale, donc ce n'est pas du tout le même niveau du cerveau qui traite ça. Ok, donc quand même souvent lié à la notion de danger quand même, d'un danger vécu. De danger, de besoin d'aide, oui, de besoin d'aide. Ok. Alors, très étonnant aussi, les tumeurs du cerveau, les glioblastomes, comme vous dites, qui apparaissent justement au moment où c'est la décompensation, quand ça va Voilà. mieux. Quelque part, j'ai tellement attendu cette solution-là, il ne faut absolument pas que je la perde. Et donc, je me mets à fabriquer donc, du tissu conjonctif. Hein. Tissu conjonctif, c'est ce qui densifie le tissu et le rend assez solide pour que cette solution, je ne la perde pas du tout. Hein. Et donc, je vais avoir ma tumeur qui grossit. Alors, une des solutions pour moi, effectivement, parce que je n'ai pas encore bien compris la honte des gens, mais si je fais perdre la bonne solution aux personnes, la tumeur va s'arrêter. Vous avez un monsieur qui fait les yeux doux à une femme qui était veuve, qui a eu un mari alcoolique. Ça y est, elle attendait ça, un homme amoureux depuis longtemps. Elle commence sa tumeur du côté gauche de l'hémisphère gauche. Hein, et puis ça grossit. Qu'est-ce que je vais conseiller? Je vais conseiller la rupture. Hein, la rupture. Et j'ai un atout, c'est que il aime bien la dame, mais il aime bien aussi son argent. Elle fait sa rupture, eh bien la tumeur s'en va, elle guérit. Oui, ça va D'accord. ensemble. Ah ouais, c'est vraiment extrêmement étonnant. Alors, deux questions là. Quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qui peut être à l'origine des acouphènes, par exemple? Ben, de toute façon, c'est toujours le problème d'entendre, pas s'entendre, etc. Donc, effectivement, mes acouphènes, c'est parce que ma femme m'écoute jamais, quelque part. Je vais dire ça comme ça. Et puis, le jour où elle a le poignet cassé et elle est obligée de passer par ce que je lui dis, hein, et c'est plus elle qui a sa masculinité qui mène le couple, eh bien, mes acouphènes disparaissent, par exemple. Hein. Mais effectivement, c'est très souvent difficile de retrouver les dates exactes de début d'un acouphène, et c'est pour ça qu'on a du mal à les guérir, parce que effectivement, on n'a pas L'origine. l'origine de la honte, entre guillemets. D'accord. En tout cas, on entend bien dans les deux sens deux sens du terme que l'acouphène, c'est un problème d'entente avec l'autre et sans doute avec un proche ou un autre. J'entends. Et l'oreille, c'est souvent la sexualité.
D'accord. On la trouve beaucoup, hein, la sexualité quand même. Les oreilles, les mains, etc. Bon, Ah oui, 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 ça, c'est très présent dans notre vie aussi quand même. Alors, oui. une question plus générique sur les maladies génétiques d'une façon générale. Euh, je pense que c'est la même chose, mais je vous laisse votre avis sur, d'une façon générale, les maladies génétiques. Donc, les maladies génétiques, je suppose que c'est quand vous voyez apparaître une anomalie au niveau des chromosomes et puis la manifestation ensuite, hein. Donc, tout ça, c'est une mise en place qui se fait la même chose sur deux générations différentes. Par exemple, vous avez deux générations, oui. Ouais. Vous avez par exemple une femme qui vit avec un homme et qui fait un enfant. On se quitte, bons amis, et puis quelques temps plus tard, elle va recommencer avec une nouvelle liaison et le besoin de partir, entre guillemets, à nouveau, le désir d'une séparation va entrer en jeu. À ce moment-là, pour le cerveau, c'est une bonne solution de retenir cette histoire génétique pour que ça soit un problème réglé, puisque plusieurs fois, enfin 2 fois, c'est plusieurs fois, il y a eu le problème, et à ce moment-là, donc la personne, l'enfant qui est atteint, va avoir une myopathie des membres inférieurs, par exemple, qui empêchera donc que la personne puisse se sauver, se séparer, Donc, ce que symboliquement. vous voulez dire, c'est que dans la majorité des cas, les maladies génétiques, quand même, les causes sont à rechercher du côté de la généalogie des parents, peut-être des Voilà, grands-parents. voilà. Et c'est la même chose pour une malformation. Une D'accord. malformation, on va vous dire la thalidomide, etc. J'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas écouté de thalidomide. Mais moi, dans toutes les malformations que j'écoute, c'est la bonne solution, quelque part, symbolique, qui déculpabilise la personne. Donc, vous avez une femme, elle est amoureuse, mais elle est amoureuse d'un amant. Et la voilà qui tombe enceinte avec son mari. Non. Donc, effectivement, il y a une sacrée culpabilité qui se met en place. Et donc, pour que elle se justifie à la fois d'avoir un mari et d'avoir un amant, eh bien, le bébé va faire ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux, c'est-à-dire que c'est un système où la circulation du côté droit est séparée de celle du côté gauche. Et donc, comme ils sont séparés, il faut bien deux pères, enfin 2 hommes, puisque ce sont les ventricules qui jouent le rôle symbolique des pères ou des hommes dans cette histoire-là. Et donc, Donc, la malformation raconte que cette femme avait un mari et un amant en même temps au moment où l'enfant a été fait. oui, d'accord. Est-ce que, en fait, la solution, ça a été que, effectivement, l'enfant ait eu cette malformation qui va Voilà, porter. c'est la Ouais. symbolique qui déculpabilise, donc, puisqu'il faut absolument 2 hommes, puisque les circulations sont séparées, il faut qu'il y ait 2 côtés de cœur qui fonctionnent de façon D'accord. séparée. Alors, quelqu'un qui nous demande l'obésité alors qu'on ne mange pas anormalement. Oui. Ben, l'obésité, c'est pour se protéger. Ah oui. C'est pour se protéger. Et en général, si c'est vraiment au niveau du ventre, c'est une obésité pour se protéger des émotions. Après, rechercher à quel moment c'est apparu, etc., c'est beaucoup plus difficile, mais c'est une protection pour telle et telle émotion qui ont été très fortes, oui. Donc, on voit D'accord. des gens, après des Bon. chocs, on voit des gens changer de morphologie. Ah oui, c'est ça. Et vous pensez que, est-ce que vous avez eu des cas précisément dans le cas de l'obésité, de personnes qui ont réussi à trouver la cause et à voir inverser ce processus? Honnêtement, de vous dire comme ça de mémoire, pas parce que c'est pas. Non, Oui, parce que là, il n'y a peut-être pas un événement complètement déclencheur. bien sûr que si, bien sûr que si, hein. Si. C'est quand on ne cherche pas à la règle qu'on ne va pas trouver. Mais le problème, effectivement, c'est comme pour un Parkinson, comme pour un Alzheimer, à dire que ça s'est passé à telle date, exactement. On a besoin de cette précision-là.
Et comment voulez-vous savoir euh, quand le premier signe de Parkinson a débuté? Ouais, bien C'est sûr. difficile, c'est difficile. Alors, on a beaucoup de questions, par exemple, sur l'alopécie, c'est-à-dire le corps qui détruit la pilosité. Oh non, non, des trucs pas. Quoi, pardon? Euh, non. Les cheveux, ça sert, la morphologie des cheveux, ça sert à gérer la relation avec la mère. Hmm. Et donc, si je n'ai plus de cheveux, c'est quelque part que j'ai besoin de contact avec maman. D'accord. Hmm. Moi, j'ai Donc là, je sais pas. un gendre qui est complètement chauve. Il s'est engueulé 2 fois très fort avec sa mère et ils ne se parlent plus. Ok. Que peut signifier l'apparition brutale d'une douleur tendon cheville gauche? Moi, ça ne me dit rien, là. Ça ne veut rien dire. Tendon, cheville. Il y a tellement de tendons au niveau de la cheville. Ouais, c'est pas bon. Ok. Ouais. Bon, il y a Friedrich, 60 ans, d'une ataxie de Friedrich. Bon, l'idée, c'est pas de faire des consultations parce que là, il y en a Non, non, beaucoup. puis surtout là, quand c'est dans le congénital, c'est plus difficile. Ce qui est intéressant dans le congénital, c'est de comprendre qu'on a un rôle capital de dire la vérité. Hein. Et ça, je vous donne l'histoire qui fait absolument retenir, mettre dans votre tête, c'est l'histoire de la femme qui veut être un bon ingénieur. Et donc, quand elle arrive à l'école d'ingénieur, elle cherche un partenaire ou une partenaire pour faire ses 3 ans d'études. Elle trouve un homme et ils ont leur diplôme brillamment. Et au bout de ces 3 ans, donc, ils ont leur diplôme brillamment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour la femme, elle lui dit carrément, ben, tu vois, moi, je t'ai apprécié pendant 3 ans. Je me vois très bien vivre avec toi, faire l'amour avec toi, avoir rapidement un enfant. Et l'autre, il dit, c'est pas cinglé, non? Ça fait mal, ça. C'est pas cinglé. Effectivement. Elle va raconter ça à son mari? Ah non, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Elle ne raconte pas. 25 ans, 12 ans et demi. 12 ans et demi, sa petite fille n'est pas encore pubère et elle se fait violer. C'est la compensation. Donc, on impose la relation sexuelle alors qu'on ne peut pas avoir d'enfant, là où elle proposait un rapport D'avoir un sexuel enfant. pour avoir un enfant. Hein. Et voilà, c'est tout. Donc, Et après, elle va dire ce salaud de violeur. mm, mm. C'est elle qui a mis en place le viol de sa fille. Alors là, c'est encore plus complexe parce que ça porte, c'est une transposition sur un enfant, c'est-à-dire que la cause, l'élément chez l'enfant est causé par l'inconscient de la maman. Absolument, absolument. Pour la bonne solution, il faut que ce soit avant qu'il y ait la puberté. Hein, donc, et la puberté, ben, c'est 12 ans et demi et 25 ans, c'est parfait. Ouais, alors il y a beaucoup d'éléments. Hein. Quelqu'un qui nous demande est-ce que vous avez déjà soigné et guéri des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie? Euh, Quelqu'un d'autre qui dit après un choc émotionnel, j'ai perdu l'odorat et le palais de manière radicale. Cela s'est remis en place 9 mois plus tard, progressivement. Mhm. Euh, Quelqu'un d'autre qui nous dit quand on a compris la culpabilité, quel est le travail sur cette culpabilité? Voir un psychologue, le dire, comment l'accepter? Est-ce le conscient qui guérira l'inconscient ou le contraire? Non, non, c'est d'aller revoir ce qu'on appelle le ressenti au moment donc, où c'est rentré dans l'inconscient. Hein, c'est de revoir cette sensation-là et ensuite d'apprendre à la gérer enfin, en fonction de la situation pour ne plus se faire reprendre, pour ne plus être en difficulté. Mais donc, une fois que j'ai raconté telle chose, ah oui, ça, hein, effectivement, je vous raconte l'histoire de la femme qui étrangle son chien. Comme par hasard, elle ne s'en souvenait pas au Ah premier oui, hein. C'est passer au souvenir qui est le moment le plus difficile. Mais après, quand vous en êtes sûr, j'ai une femme qui accompagne son mari pour voir en neurologie, donc je ne sais plus pourquoi. Et ah oui, c'est ça. Et on a voulu l'opérer de son cœur parce qu'elle a un rétrécissement aortique. Donc
l'aorte qui sort du ventricule gauche et rétrécit au niveau de la valve aortique. Hein. Et voilà. Et donc, comme ça s'est amélioré, eh bien, on ne l'a pas opéré. Et je lui demande aussitôt à cette dame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Pourquoi? Le ventricule gauche, c'est le père. Hein, la sortie du ventricule gauche, rétrécissement aortique, c'est le père. Donc, elle va me raconter quelque chose. Ah, docteur, non, c'est vraiment, c'est rien. Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Ben, je vous dis, docteur, il ne s'est rien passé. Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Mais docteur, j'arrête pas de vous le dire, il ne s'est rien passé, je ne l'ai pas connu. Ouais. Voilà. Donc ça, ça a été une manifestation du manque du père. Voilà, mais vous voyez, je vous mets en route le cinéma pour obtenir une réponse. Bien souvent, les gens nient complètement la situation possible évoquée, alors que 10 minutes après, ils vont avouer « Ah non, il n'y a pas d'histoire de chien. Ah ben si, c'est maman qui voulait reculer sur le trottoir et qui a capté mon vieux chien en reculant. » Voilà, c'est des choses qui ne sont... Alors, moi, je procède aussi quand les gens sont un petit peu difficiles, en leur racontant une histoire, 2 histoires, 3 histoires, qui est à peu près dans le panel dans lequel elle se trouve, la personne. Elle va finir par reconnaître que... D'accord, ouais. Ok, donc oui, elle va finir par faire le lien et se remémorer ce que spontanément elle avait oublié. Alors, les maladies auto-immunes, comment l'expliquer? Ben, on en a un petit peu parlé. Hein. Auto-immune, ça veut dire que j'ai fait mien quelque chose qui n'est pas mien. Les paroles de maman ou je ne sais pas quoi, la décision de maman, je la fais mienne si je suis un peu faible pour prendre des décisions, par exemple. Hein. Mais c'est aussi ma thyroïde. Si je me sers trop fort de ma thyroïde tout le temps, j'ai fait mien un régime trop fort de thyroïde. Et à ce moment-là, je vais déclencher donc l'auto-immunité puisque ce n'est pas mon régime normal de thyroïde. Hein. Donc, oui, toutes ces maladies auto-immunes s'expliquent comme ça. Et c'est facile. Je vous donne par exemple l'histoire d'un chien. C'est une femme qui est agent immobilier et puis elle veut régler un dossier avec un autre agent immobilier par téléphone et puis elle commence, le temps monte parce que je vous ai demandé mes papiers, etc. Et puis le brave chien qui est toujours dans le coin, lui, il vient avec une liasse de papier dans la gueule parce qu'il sait que sa bonne femme, sa maîtresse a toujours réclamé des papiers. Il lui amène des papiers dans la gueule et elle va essayer de prendre le papier, effectivement. Et le chien, il ne veut pas qu'elle s'exprime ça comme ça. Et il choque le doigt et par hasard, bien sûr, il va choquer l'index, le doigt de l'accusation. D'accord. Et donc, il va y avoir une infection qui va faire que le doigt de l'accusation va plier. Ça veut dire qu'elle n'accuse plus. Oui. D'accord, oui. La morsure d'un chien, c'est quelque chose d'intelligent, hein, puisque la conséquence, elle est déjà prévue au moment où le chien mord sa maîtresse. Ce que je voulais dire, c'est que le chien a mordu l'index de l'accusation au moment où elle était elle-même en train de porter des accusations sur quelqu'un parce qu'il était en défaut. Donc, l'index se plie, donc elle ne porte plus d'accusation. Elle ne porte plus d'accusation. Quelqu'un qui nous demande, et alors que peuvent signifier les fausses couches à répétition? Il y a trop de causes possibles. Oui, bien sûr. Alors, quelqu'un qui nous demande, ça c'est plus générique comme question, dans ce contexte-là, d'une pathologie sans doute que l'on ignore, c'est Nathalie qui nous demande, est-ce qu'une psychothérapie, ça peut aider à guérir précisément? Non, vraiment, la guérison, c'est l'aveu pour moi. Hein. Le bon aveu, encore en plus, parce qu'effectivement, quelquefois, on avoue des choses qui ne correspondent pas au problème. Cet aveu, il faut aller le chercher entre oui, bien sûr. Parce que cette personne, cette personne qui nous pose la question, elle l'a peut-être pas précisément dans son conscient, mais peut-être que la technique du psychothérapeute, c'est ça que vous voulez dire, ne va peut-être pas la faire apparaître dans son conscient. Voilà, parce que lui, il ne sait pas ce qu'il doit chercher.
C'est Quand, ça. quand j'ai parlé du délai de 6 mois pour l'apparition des symptômes, j'ai donné ça à tous les psychologues que je connaissais. Personne ne connaissait alors qu'ils passent leur temps à écouter les gens. Hein. Hmm. Ok, Et ah que, ouais, bien sûr. et que c'est 2 malades sur 3. Hmm. Alors, quelqu'un qui nous demande quelle est la symbolique du psoriasis ou des maladies de peau en général. Ben c'est le contact. Le Donc, contact. la relation à l'autre, non? La relation à l'autre par contact direct. Par contact direct. Et donc, quand vous dites c'est le contact, c'est le quoi? C'est le besoin de contact, le manque de contact? Alors, oui, non, mais là, après, effectivement, ça peut être trop de contact, pas assez de contact, etc. Ou D'accord. pas selon les règles, et ça va donner donc des lésions cutanées qui sont différentes. Hein. Oui, bien sûr. Et alors là, on rentre dans la cartographie, si je puis dire, que vous indiquez, selon que c'est le côté droit ou le côté gauche, selon que ça va être le haut du corps ou le bas du corps, l'avant-bras ou… Exactement. Exactement. C'est extrêmement précis, ça. Hein. Aucune médecine ne vous propose ça, mais vous avez une personne, une jeune femme qui vient 30 ans en consultation et qui vous dit j'ai mal à l'épaule, je montre l'épaule gauche là, le dessus, hein, et puis la douleur elle descend comme ça vient devant donc au niveau du thorax, hein, et jusqu'à la deuxième côte, ça fait très mal. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à cette dame-là pour la guérir dans Madame, vous avez un monsieur qui n'a pas voulu vous faire d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on fait un enfant avec l'épaule, on fait avec l'épaule. Hein. On a les rapports sexuels avec les membres inférieurs, mais avec les membres supérieurs, on fait. OK? Et la deuxième côte devant, c'est un père futur. Hein? Donc, il n'y a pas eu le bon contact avec un père futur. Voilà. Et c'est aussitôt fait. Mais effectivement, Moi, je croyais que vous alliez me dire l'épaule gauche, c'est là où on porte un enfant précisément, mais non. oui, mais pas tellement. Là, Hein. bon, ok. C'est plus bas. C'est plus bas que ça se passe pour notre cerveau. Par exemple, vous avez des femmes qui veulent avorter, hein, et puis, manque de peau, l'IVG n'a pas marché. Hein. Et donc, parmi ces femmes-là, donc c'est elles qui voulaient avorter, eh bien, il y a les enfants qui peuvent naître avec l'absence de grand pectoral. Le grand pectoral, vous voyez, c'est bien Mhm. prendre l'enfant, Ouais, mais ouais. avec un muscle beaucoup plus bas. Le grand pectoral gauche qui n'est pas là, donc c'est l'enfant qui dit à son parent, mais non, tu n'es pas parent, puisque je t'apporte un thorax sans grand pectoral. Ah oui, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui dit à L'enfant son… qui apporte la correction. D'accord. Parce que Alors, nous on se fait des autocorrections, effectivement, mais n'importe qui peut apporter des corrections à d'autres personnes, pour à d'autres d'autres personnes. personnes. Et alors, sur la dépression, d'une façon générale, peut-être que c'est un peu trop vague, la dépression. Oui, oui. Bah, effectivement, non, ça me paraît dangereux, entre guillemets, d'être trop incomplet. Hein. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait des éléments un peu plus précis parce qu'il y a peut-être 1000 causes possibles à une dépression, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Puis c'est pas du tout la même chose si c'est un psychotique, si c'est une petite dépression réactionnelle. Enfin, c'est complètement différent, quoi. Donc, Bon, donc il faudrait être un petit peu plus précis. voilà. Mais Euh, autrement, effectivement, c'est la même chose, c'est-à-dire de raconter. Bon, alors je peux donner mon exemple à moi. Hein. Je mhm, suis, comme on dit, bipolaire. d'accord. Bipolaire, donc je fais excitation, dépression. Au lieu de prendre des médicaments, puisque je suis médecin, puis quand même j'avais travaillé un petit peu sur le sujet, eh bien, je me suis aperçu que chaque fois que j'avais une émotion qui variait un peu fort, eh bien, je n'avais qu'à raconter ça à quelqu'un. Et du moment que je faisais l'aveu, je dégonflais le ballon et je n'allais pas partir dans une période dépressive, au contraire d'excitation maniaque. Vous voyez. Et donc, D'accord. Ah oui. j'ai donné ce système-là à beaucoup de gens qui ont arrêté immédiatement les médicaments, puisque les médicaments ne servent pas à grand-chose. Et surtout, c'est vraiment très efficace d'être soulagé après son aveu. Donc,
ça va pas bien, je téléphone à ma maman, à mon copain, je sais pas qui, et je lui raconte ce qui m'arrive, et je suis guéri. Ouais, d'accord. Au lieu de repartir pour des mois de symptômes psychiatriques. Mais Euh, effectivement, ça, c'est bien d'avoir des gens auxquels on peut se confier, hein. donc, alors j'ai beaucoup de questions. C'est compliqué de les prendre toutes parce que c'est beaucoup de cas particuliers. Ce que je voudrais, enfin moi, ce que je vous invite, hein, c'est à vous procurer ce livre et puis les autres qu'on représentera à la fin. Peut-être aussi, l'idée, c'est de faire découvrir et peut-être pas tant de faire une visite spécifique pour chacun. Donc, dans ce qu'on disait quand même, Marie Blanc qui nous dit, pouvez-vous parler de ce ressenti à revisiter? Donc, d'une façon générale, euh, on va essayer de savoir quel est l'élément traumatique et ce qu'il faut, c'est l'exprimer à quelqu'un, pas simplement avec des mots distants, mais en essayant de se remettre dans l'émotion de ce que ça a véritablement généré, c'est ça? Dans l'événement, exactement. Se remettre dans l'événement. OK. Voilà. Donc après, il y a plein de questions. Le sens de l'épanchement de synovie dans les genoux, Moi, c'est bien. une tétraplégie suite à une chute dans un escalier. Ben, tétraplégie, ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire, ni avoir de relation, hein. Alors, si c'est après une chute, c'est après un désaccord. Donc, un désaccord, et il faut que la conséquence, ça soit ne plus rien faire, ne pas avoir de relation, peut-être ne pas avoir d'enfant, par exemple, de relation sexuelle, hein, ça peut être aussi des choses comme ça. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est que quand il y a plus de relations, il n'y a plus de désaccord non plus. Voilà, hein. Et donc, si c'est quand c'est la moelle épinière, c'est du système nerveux, et c'est donc un projet qui n'est pas précis, autant que quand j'utilise un nerf. Un nerf, c'est je vais faire tel jour, à telle heure, à telle seconde, tandis que si c'est le cerveau ou la moelle épinière, ça va être on va se marier l'année prochaine, hein. C'est pas précis comme ça. Voilà. D'accord. La symbolique de l'épicondylite au coude droit. Bon, là, on est encore dans des choses très, très précises. D'une façon générale, bon, j'y reviendrai Si c'est sur pour la la. moi, je veux bien, elle s'est fait couillonner sexuellement? Ben, je sais pas, c'est une femme, effectivement. Ben, il faudra que. Non, Il faut mais parce creuser. que les muscles qui viennent s'asserrer là, c'est les Oui. muscles qui vont étendre les doigts, notamment le doigt de la sexualité, Mhm. le majeur, hein. D'accord. Et si c'est à droite, c'est qu'on lui a fait un mauvais coup euh, sans lui demander son avis, quoi. OK. Euh, alors, quelqu'un qui nous demande, on y reviendra, j'ai affiché. Ah ben non, parce qu'on a été coupé, donc je reviendrai après sur le Cri d'Homme, hein, qui est l'association que vous avez créée et qui peut soit recevoir peut-être des consultations, mais aussi faire des formations. Ouais. Donc, on y reviendra sur la fin. Donc, pour savoir, est-ce que vous donnez des consultations en visio? En visio, je pense peut-être pas. Non, au début, j'étais tout à fait contre, mais maintenant, je suis obligé d'être raisonnable un petit peu, du moment qu'on a une bonne image. Parce que ce qui compte, c'est de voir les émotions des gens. Et les réactions, oui, bien sûr. C'est ça qui est indispensable. Donc, ben, on s'habitue, on s'habitue. C'est vrai que moi, j'aime bien voir tout, voir les chaussures, etc. S'il y a des jours où je me ferai des chaussures, tant pis, hein. Oh, ok. Quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on peut guérir de la maladie de Charcot? Ben, c'est un peu comme la sclérose en plaques, je suppose, non? En un peu plus Non, grave? pas du tout. Ah, Pas du tout. Parce que d'abord, la maladie de Charcot sont des gens qui ont un caractère tout à fait particulier, et qui sont sûrs d'eux-mêmes quelque part, hein. Et donc, ils ne sont pas obéissants, et il n'est pas question de psychothérapie de chercher, hein. Vous avez votre gars, il vient vous voir pour le diagnostic et il dit, bon, bah, maintenant, ça y est, je mets mes 350 000 euros dans la recherche, dans une fondation, je ne sais pas quoi, pour la SLA. C'est eux qui font. Parce que la maladie de Charcot, SLA, hein, sclérose latérale amyotrophique, c'est que j'ai une dévalorisation depuis
mon histoire infantile avec mes parents. Ils étaient alcooliques, par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Et moi, avec ce que je suis capable de faire, je vais revaloriser, revaloriser, revaloriser. Hein. Mais le jour où mon projet tombe à l'eau parce qu'il était infaisable ou parce que j'arrive à la retraite, eh bien, effectivement, la maladie, à ce moment-là, prend et les paralysies apparaissent. Si je suis paralysé, je ne peux pas avoir la prétention de faire telle ou telle performance. Donc, ça me dévalorise. Voilà. Et donc, effectivement, la difficulté, pour moi, c'est le caractère de ces gens-là qui sont des perfectionnistes. Et donc, le perfectionniste, il a sa règle à lui. Et même pour guérir, il ne va pas faire l'effort de changer parce que ce n'est pas dans sa nature. Hein. Et je peux vous dire que les gens pour lesquels on a une amélioration, c'est quand même une amélioration qui dure. Le mieux que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un qui était en train de guérir complètement et il est mort d'un accident de la route aussitôt. D'accord. Alors, il y a un spectateur alors, qui est anonyme qui se dit, mais ça, bien sûr, c'est tellement simple. Pourquoi n'y avons-nous pas songé? Ce serait pas un peu réducteur? Il semble avoir un petit problème avec les psys, ce docteur, non? Allez, un peu de sérieux. Il y a des limites à la vulgarisation. Bon. Oui, mais ça, c'est les gens qui n'y comprennent rien, donc effectivement, ils ne peuvent que dire du mal, qu'essayer de faire mal, parce qu'ils n'en sont pas arrivés là. Mais on a chacun sa vocation, chacun sa vocation. La mienne, c'est la mienne, et je laisserai ma place à personne. Et lui, il n'a pas celle-là, il n'a pas celle-là. Voilà, donc je voulais la lire parce qu'il l'a formulée. Alors, une question plus générique, comment, parce qu'on en a parlé un petit peu tous les deux, mais comment êtes-vous perçus par vos pairs et par l'académie d'une façon générale? Bon, les neurologues, ils se foutent de ce que je dis complètement. Alors, D'accord. ça arrive quelquefois qu'on en coince un, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a un lumbago et puis 10 minutes après, il n'a plus rien. Hein, mais il va inventer quelque chose pour dire du mal de moi et pour ne pas savoir gré de l'avoir aidé rapidement. Pourquoi? Parce que c'est impensable de voir qu'un médecin qui est capable de faire si différemment. Enfin, je me mets Ben bien c'est, dans oui, la tête des gens. Hein. oui, et c'est peut-être d'autant plus impensable que c'est remettre en cause les 8 années d'études et les 10 années d'expérience qu'il a derrière lui. Absolument, moi, quand j'ai vu une femme se confesser à un orthodontiste avec son enfant qu'elle venait porter pour les dents de travers, 4 semaines plus tard, la confession de la maman avait fait que l'enfant avait remis ses dents en place. Alors attendez, réexpliquez précisément. Un enfant qui avait des dents tout de travers. De travers, on va chez l'orthodontiste et c'est Oui, la femme qui se confesse, qui dit que, bon, elle est une mauvaise mère, qu'elle ne peut pas s'occuper de cet enfant-là, qui a un caractère impossible et tout ça, mais que ça vient d'elle. Elle le dit, elle le dit. d'accord. Hein. Et 4 semaines plus tard, au réveil, les dents sont en place. D'accord. Donc, quatre Donc, semaines, l'aveu de la maman a guéri. les dents de l'enfant. Voilà. Hein. Donc, il se trouve que là, c'est passé par l'orthodontiste, mais c'est pas l'orthodontiste académique, c'est Rien. l'orthodontiste psy. Il y est parce qu'il a eu la patience de la C'est laisser ça. parler jusqu'au bout. Hein. Ouais. Il y est pour quelque chose. Mais autrement, effectivement, ce schéma-là arrive assez souvent. Vous avez une femme qui vient me voir après une conférence et qui me dit, ma fille, depuis l'âge de 5 ans, elle est allergique au lait. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Quand on lui donne du lait, elle va pas bien, elle devient rouge, écarlate, etc. Enfin, et elle a un malaise. Et puis ça dure toujours, donc c'est des années après. Il dit, madame, il faut la remercier, votre fille. Elle est écarlate, elle est toute rouge. Elle vous donne l'énergie pour tenir un face-à-face avec votre maman. D'accord. Parce que donc c'est la fille qui donnait l'énergie à la mère de faire face à la grand-mère. Voilà. Hein, et ben, effectivement, et très souvent, c'est ça. Donc, vous avez un enfant qui est terrible, qui ne veut pas obéir, qui fait le fou dans la famille, c'est le numéro à bannir, à punir, à mettre au point tout le temps. Hein. Le jour où vous faites dire à la maman, vous faites dire à la maman, c'est mon préféré, et puis c'est pas bien d'avoir un préféré, hein. L'enfant est guéri, l'enfant est guéri.
parce qu'il n'a plus à être non préférable Oui, c'est-à-dire, pour déculpabiliser la maman. non, c'est-à-dire, oui, qu'il n'a plus à être non préféré, oui, c'est ça. Oui. En Non, fait, oui, non, non, il peut être préféré, oui, c'est ça. mais du moment que la maman a expliqué, il n'a plus à être non préférable. D'accord. Alors, autre question. On a évoqué le docteur Hammer, dont vous disiez que il se mettait au moins C'était un partiellement. génie, mais bon, un génie un peu particulier. Hein. Bon. Et alors, il y en a d'autres. Le docteur Seba ou Saba, dont on a parlé, Michel Odoul. Il y a aussi le docteur Soulier, le docteur Dransart. Ouais. C'est des approches qui se rejoignent, qui se croisent, non? Non, non, enfin, ça se ressemble un peu, mais c'est pas aussi précis. Là, vraiment, l'étude au cas par cas, c'est vraiment du 100%. Tandis que quand vous avez un décodage pris par une autre personne, et à côté, c'est un autre décodage, à côté, c'est un décodage. Quand vous traduisez un texte de langue étrangère, en principe, une fois traduit, on a à peu près la même chose, hein, on est Oui, d'accord. on est Voilà. d'accord. Bon. Mais parce que le travail de base n'a jamais été fait. C'est les enseignants qui faisaient les cours et qui gagnaient les sous qui ont imposé des idées. Mais effectivement, la recherche de base sur le plan matériel pour les 6 mois, c'est quand même facile de voir que 2 malades sur 3, il y a 6 mois de délai pour le déclenchement des symptômes, eh bien, personne ne s'en aperçoit. Hmm. Alors, on vous parle maintenant on vous parle de fibromyalgie, on vous parle de burn-out, on vous parle de Covid long, on vous parle de, etc. Et tout ça, c'est des manifestations liées à des imprévus. Donc, avec 6 mois et avec un aveu, si on trouve l'aveu sur l'imprévu, on peut très bien guérir en une journée d'une fibromyalgie ou d'un Covid long. Ok, et ça me fait penser du coup par rapport à la maladie de Charcot qu'on évoquait là tout à l'heure. Vous Oui. dites c'est des personnes qui sont très, mais c'est possible aussi d'avoir une rémission sur Charcot? J'en ai vu très peu. D'accord, Parce que vraiment, c'est la personne perfectionniste et qui va faire suivre son plan. Le d'accord. perfectionniste, c'est celui qui décide quelle est sa perfection. Hmm. C'est pas une perfection commune à tout le monde, c'est sa façon d'être parfait. Pourquoi? Parce que, en fait, souvent, ce sont les aînés de la famille, et l'aîné de la famille, il va corriger les erreurs de la maman qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu de grossesse, etc. Et donc, il devient capable d'eux parce que la maman se sent incapable de gérer les choses. D'accord, ouais, c'est très. Alors, est-ce que vous pensez est-ce que vous avez vu des prémices qui permettraient d'apporter une reconnaissance à ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque part des personnes qui tirent, enfin qui remontent un peu la ficelle, que ce soit d'autres médecins, que ce soit des personnes qui ont été guéries par vous et qui ont envie de porter leur témoignage? Pour moi, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt. C'est sûr que j'ai essayé de côtoyer, notamment puisqu'il s'agit de culpabilité, le milieu de l'Église. Hein. Mhm. Euh, Tous les évêques que j'ai rencontrés m'envoyaient promener, va-t'en te promener avec des histoires. Enfin, ça ne nous intéresse pas du tout, hein, quelque part. Alors que c'est dramatique, puisque le problème de l'être humain, c'est qu'il passe son temps à aller chercher la culpabilité de l'autre ou de la sienne et à trouver des solutions artificielles. Hein. On ne fait que ça sans le savoir. Et dans notre métier, dans notre façon dans nos goûts, etc. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on a des législations sur l'avortement, par exemple, qui sont de plus en plus permissives? C'est parce que on était assez loin dans une certaine famille, mais il faut déculpabiliser la sœur ou je ne sais pas qui ou la maman à un autre moment donné. Et donc, on a une législation qui est encore plus permissive pour aller plus loin. Hein. C'est quand même, alors, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai vu, mais par exemple, vous avez des gens qui sont addicts à l'avortement fait en temps utile.
parce qu'il y a eu un avortement à 6 mois, hein, et bien après, on avorte régulièrement en temps légal, entre guillemets. C'est une vraie folie, hein, une vraie folie. Mais s'il n'y a personne pour vous aider à prendre conscience de ça, c'est quelque chose. Qui se répète à l'infini. Absolument. Ouais. C'est la même chose de la façon dont vous habillez, les goûts alimentaires, n'importe quoi. Alors, Voilà. c'est intéressant, vous avez parlé de l'Église, mais vous avez plusieurs exemples. Et celui qui vous a mis, par exemple, enfin, qui vous a mis la puce à l'oreille, c'est celui de Sainte Thérèse. Oui, ah ben oui, ça s'intéresse effectivement. Avant de commencer à écrire sur la médecine, pour être bien vu du Conseil de l'ordre, il faut quand même un peu les flatter, ces gens-là, parce que sinon on reçoit des messages agressifs comme le monsieur de tout à l'heure. Hein. Eh bien, je me suis dit, si j'écris sur Sainte Thérèse, on ne va pas attaquer un médecin quand même. Voilà. Et quand même, l'intérêt de Sainte Thérèse, c'est de voir que cette petite fille, à 2 ans et demi, elle dit à sa maman, je voudrais que tu mourrais. Que tu? Mourrais. Ah, ouais. Hein. Vous pensez la culpabilité que ça fait. Hein. Mhm. Voilà. Alors après, c'est à savoir qu'elle a des scrupules, etc. Et qu'elle fait une maladie bizarre à l'âge de 10 ans où elle est dans la folie complètement et où c'est par hasard une vierge artificielle, entre guillemets, qui lui sourit et qui la guérit parce que c'est le sourire de la maman qu'elle n'a pas eu à sa naissance. Quoi. Mais c'est quand même assez fantastique comme histoire et elle est canonisée. Donc, Oui, pour moi, mais ça, l'histoire, je crois, c'est que vous le racontiez aussi qu'elle a eu des symptômes d'une maladie quand sa sœur aînée est partie, voilà. Donc ça, est rentrée dans les ordres. c'était un second abandon, donc elle a été bien formatée pour le. Elle n'a pas été abandonnée physiquement, mais elle a psychologiquement et affectivement, elle a été abandonnée à la mer, hein, Mhm. par la mer. Et effectivement, quand elle a vécu beaucoup plus proche d'une sœur qui était sa seconde maman, entre guillemets, et elle pensait que cette sœur-là l'attendrait pour rentrer au Carmel. Et D'accord, puis, ça a été une décision brutale et imprévue. Et 6 mois plus tard, badaboum, effectivement, c'est là qu'elle fait son étrange maladie. d'accord. Et sa maladie, son étrange maladie, c'était quoi? Elle était effrayante pour la famille, si bien qu'on ne la quittait plus. Donc, Si bien que. on ne pouvait plus la quitter, Ah oui, tellement elle était effrayante. Et donc, sa sœur qui était partie au Carmel, si elle est effrayante, il faut qu'elle reste avec sa sœur. Vous voyez. d'accord. Donc ça, c'est ce qui vous a mis un des exemples qui vous a donné la puce à l'oreille. Et... Ça m'a donné le délai des 6 mois, hein, Ouais. puisqu'après, elle a recommencé après le décès de son papa. Et ensuite, effectivement, toute la trame psycho-spirituelle, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est de faire un chemin spirituel? Un chemin spirituel, c'est de vivre la souffrance infantile que les événements nous ont donnée et d'arriver à transformer ça en cadeau pour les autres. Hein. Hmm. Alors, le cadeau pour les autres, c'est Coluche. Coluche, il n'a pas de papa pour lui donner à bouffer à partir de 3 ans. Et il donne des milliards de repas. Voilà. Hein. On n'est pas tous appelés à faire d'aussi grandes choses, mais ça parle de la souffrance infantile. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on devient quelqu'un. Si on suit les inspirations, c'est à ce moment-là qu'on devient donc fondateur des Restos du Cœur. Ok. Et alors, l'autre exemple que vous m'avez cité, qui fait partie des canons de l'Église, c'est Marthe Robin, pour lesquels vous avez une explication. Donc, Marthe Robin, en 2 mots, hein, c'est une personne, je ne sais pas combien elle pesait, mais qui s'est quasiment pas alimentée pendant 40 ou 50 ans, qui ne s'alimentait qu'avec une hostie par jour, qui était dans la Drôme. Et vous avez aussi des éléments d'interprétation par rapport à Marthe Robin. Voilà, donc c'est une femme qui reste dans son lit toute la journée, hein, elle Ouais. reste couchée. C'est la meilleure façon de ne pas découcher, entre guillemets. Hein. C'est une femme qui vit la passion du Christ toutes les semaines. C'est une façon de ne pas vivre la passion charnelle. C'est une femme qui fait 100 000 accueils spirituels. C'est une façon de ne pas faire, etc. Elle crée les foyers de charité, c'est-à-dire un groupe de vie où c'est le père, le prêtre, qui est à la place d'honneur. Et là, c'est le prêtre qui est le père
de la famille de Marthe Robin qui a été humiliée par le comportement de son épouse. Hein. Et donc, effectivement, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, Oui, alors si on reprend l'histoire à l'envers, elle vient compenser l'humiliation que sa mère a faite à son père. Voilà, absolument. Ok. Ok. Et donc, ça ne s'invente pas, ça. Et effectivement, parce que elle voulait pas trop en parler. Donc, dire si elle le savait, ne savait pas, c'était difficile. Oui, d'accord. Alors, il y a des personnes, j'ai cité plusieurs médecins et non médecins, d'ailleurs, en parlant de Sebade, Ransard, Odoul. Odoul n'est pas médecin. On en a parlé ensemble, mais je le révoque ici parce qu'il y a d'autres personnes qui en parlent. Moi, c'est effectivement le premier bouquin que j'ai eu, mais il y a même, je sais pas, ça fait plus de 20 ans. C'est le grand livre des malades des maladies de Jacques Martel. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ouvert, j'ai refermé. D'accord. En fait, si vous voulez, ce qu'on pourrait maintenant, à votre écoute, c'est que les symptômes ont une causalité quasiment systématique. Voilà, faut apprendre la langue, le langage symbolique, faut l'apprendre. Non, mais aussi le langage symbolique, mais aussi l'histoire de la personne. C'est-à-dire que ça nécessite On une va retrouver écoute. après. On va C'est-à-dire, retrouver dans l'histoire de la personne, bien sûr. oui, c'est ça. Alors que Jacques Martel, c'est tel symptôme, telle cause. Il y a un lien direct et qui, bien évidemment, ne fonctionne sans doute pas. Voilà, et puis il ne guérit pas surtout. Ouais. Mm. Alors, on demande, on a parlé du perfectionnisme et vous avez parlé du burn-out. C'est quelqu'un qui nous demande si le burn-out n'est pas lié au perfectionnisme. Oh, non, le burn-out est lié à un imprévu. 6 mois avant le début des signes de burn-out. D'accord. Et Vincent qui nous dit, ben, tiens, ce lien des 6 mois, en médecine chinoise, il est évoqué. C'est la manifestation du trouble énergétique lors de la saison qui est à l'opposé précisément. Donc, ce serait peut-être intéressant de creuser, voir comment vous le connaissiez en Non, médecine mais chinoise? Non? le fait de savoir que c'est une compensation, ça me suffisait pour moi dans mon domaine. D'accord. Non, mais il y aurait peut-être des Oui, rapprochements à oui, non, faire. mais il y a plein de choses à connecter. Je suis d'accord avec vous, mais ce sera quelqu'un d'autre qui fera le travail. Ah oui, ok. Euh, Comment ah ça oui, aide? quelque chose que je n'ai pas vu, enfin que j'ai vu mais que j'ai pas évoqué, c'est au sujet de la maladie de Lyme ou maladie de Lyme, une bactérie d'éco-infection, la psyché, peut-être plus fort que la biologie. Ben, c'est évident. Ben, c'est évident, ça n'est que ça. Et la Ouais. spiritualité est plus forte que la psyché. Oui. Donc, Donc, il n'y a aucun problème. Le problème des maladies de Lyme chronique de beaucoup de gens, c'est qu'on ne trouve pas déjà la sérologie de la maladie de Lyme positive et on ne trouve pas d'histoire de piqûre de tique, de morsure de tique. Alors là, je trouve que ça fait beaucoup. Hein, parce que vous avez des gens qui arrivent chez vous au cabinet, ils ont une ambulance, un billet de 100% pour la sclérose en plaques, mais quand vous les regardez, que vous regardez leurs images, eh bien, vous n'avez rien du tout. Ce n'est pas une sclérose en plaques. Enfin, vous voyez, on en arrive à des critères diagnostiques complètement absurdes dans certains cas. Si on a une sclérose en plaques, on a une sclérose en plaques. Si on n'a pas de sclérose en plaques, on n'a pas de sclérose en plaques. Hein. Enfin, pour moi, c'est le raisonnement brutal que je donne. Et bon, c'est-à-dire que c'est vraiment sur des critères objectifs. Je vous dis, l'étude au cas par cas, c'est vraiment extrêmement puissant puisque c'est un lien de causalité. C'est-à-dire, vous n'allez jamais trouver un cancer à cause du tabac. oui, c'est ce que vous expliquez aussi dans le livre. C'est-à-dire la relation effectivement de cause à effet n'a absolument rien de systématique et on trouve aussi des personnes avec des cancers du poumon qui ne fument pas et des personnes fumeurs intenses jusqu'à 95 ans qui n'ont pas de cancer du poumon. Donc le lien effectivement la causalité est difficile à établir.
Et au sujet de la maladie de Lyme, alors justement, est-ce que vous avez eu des cas et est-ce que vous avez pu faire des choses pour eux? J'ai vu des gens qui avaient le diagnostic posé par d'autres, hein, mais Oui, c'est tout. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je vous dis, on peut avoir une maladie de Lyme avec, on peut avoir un syndrome d'épuisement de l'imprévu, mais pour moi, c'est le caractère de l'imprévu qui donne ça, c'est pas la maladie de Lyme. Comme, d'accord. comme la même chose, oui. Non, non, mais les médecins n'apprennent pas à la faculté de médecine le délai des 6 mois. Eh oui, oui, bien sûr. Bon, il y a quelqu'un qui revient sur l'hyperphagie et le besoin de manger beaucoup, mais je suppose que c'est compliqué de répondre si vous n'avez pas un petit peu de son histoire. Mais en tout cas, le fait de s'alimenter beaucoup, c'est quoi? C'est une compensation? Ah ben oui, ça peut être qu'il faut remplir quand même quelque chose qui est vide. Remplir quelque chose qui est Qui est vide. vide, par exemple, la vie familiale. Ouais, ok. Euh, Par exemple, mais c'est pas la cause. C'est peut-être pas la cause dans ce cas-là. Après, effectivement, dans le détail, il faut voir chacun. Mais il y a toujours on retrouve toujours une histoire tout à fait caractéristique. Quand je mange beaucoup, il y a donc un risque de mort ou si il y a une obésité en même temps, enfin de protection, un besoin de protection Hmm. derrière. On trouve toujours ça. Vous partagez les livres donc du docteur Thomas Lamotte que vous pouvez trouver. Donc moi je l'ai rencontré sur la base de celui-ci. Je vous laisse peut-être les commenter, docteur. Ben oui, mais vous voyez, je vois comment notre inconscient, etc. J'arrive pas à retenir ce titre-là parce que c'est l'éditeur qui l'a choisi. Bon, c'est un petit peu comme ça. Pour moi, il n'y a pas un bon livre, un mauvais livre. Il y en a un qui est mauvais, il n'est pas là. Donc, D'accord. Bon. voilà. Et après, effectivement, c'est plus ou moins facile à comprendre suivant notre psychisme et tout ça. Mais c'est quand même des choses toutes nouvelles que ces compensations symboliques. On devrait apprendre à la maternelle la compensation symbolique inconsciente, puisque c'est ce qui mène la politique, le monde spirituel, etc. Donc, c'est absolument indispensable de savoir ça. Hein. De comprendre comment ça fonctionne. Alors, j'en profite aussi, au-delà des livres, pour dire que dans le cadre de cette association, donc le CRIDOM, hein, qui est une association qui a été créée à votre initiative, vous dispensez des formations auprès de personnes qui sont soit dans le secteur médical, mais aussi des personnes qui n'y sont pas du tout. Comment ça se passe, ces formations? C'est sur plusieurs jours Ben là, on était revenu sur des webinaires avec donc non présentiels depuis le Covid, quoi. Mais on espère reprendre en présentiel, c'est quand même beaucoup plus important dès que possible. Mais quand est-ce que ce sera stabilisé la situation, je ne sais pas. Ok, et en fait, Donc ces là, vous formations. avez par exemple un webinaire sur les douleurs qui commence le vendredi soir et qui s'arrête en fin d'après-midi le dimanche. Et donc, c'est un programme qui vous permet de voir toute la topographie symbolique du corps et toutes les significations et comment guérir des douleurs, quelles qu'elles soient, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit que de rétablir une vérité, hein, cette méthode. Oui, c'est ça. Nous sommes malades parce que nous sommes des menteurs, des tricheurs. Nous Oui, c'est ça. voulons, C'est ce que nous vous voulons disiez, cacher hein. notre honte. On n'a pas assez d'humilité. Voilà ce que c'est la maladie. D'accord. Hein. Oui, Regardez, moi je suis milliardaire, là on veut bien montrer. Non, non. et vous me disiez comme citation, vous disiez ce que vous avez choisi. euh, Les citations, oui, bah, c'est ça, c'est le corps aime la vérité, c'était le le corps fait aime la vérité, ouais. Servan Schreiber qui avait donné ça bon, comme idée. Alors, vous allez me dire, c'est pas le corps, c'est le psychisme. Non. Bon, le corps aime la vérité. Pour être en bonne santé, il faut effacer le mensonge que nous avons fait. Ouais, d'accord.
Donc, toujours, bon, j'ai des questions sur les épanchements de synovie, le diabète de type 2, etc. Mais encore une fois, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que Non, simplement. voilà, franchement, Sinovi, c'est tout simple. Je m'en vais en Bretagne. Ma femme part faire un petit tour avec ses enfants et je ne la suis pas. Je ne suis pas obligé de la suivre. Et je m'en vais jouer au tennis. Et le soir, eh ben, je me retrouve avec un genou droit énorme, hein, une réaction inflammatoire du genou droit parce que je ne lui ai pas été soumis, tout bêtement. Je fais une ponction, je mets un petit peu de cortisone et surtout, je prends conscience bien de cette soumission qui ne me plaît pas avec elle. Et le lendemain, je repars au tennis Oui, sans aucun problème. ok. Extraordinaire. Sur l'alcoolisme? C'est le pauvre papa, malheureusement, qui n'est pas à la hauteur, alors, la Hmm. plupart du temps, hein. Ok, Donc, il faut qu'il y ait une personne de la famille qui décide de travailler pour qu'il y ait la guérison de l'alcoolique. Il n'y a pas besoin que ce soit l'alcoolique qui travaille parce que c'est souvent difficile à obtenir. Mais par contre, effectivement, une personne parfaitement motivée va changer et va changer les rapports du groupe familial et va permettre à l'alcoolique de guérir. d'accord. Donc, quelqu'un qui demande, Yacine, la cartographie se trouve dans quel livre? Alors, en fait, quand je parle de cartographie, c'est moi qui ai utilisé ce terme, hein, mais on la trouve, j'allais dire, à différents endroits dans le bouquin où il va Oui, parler. oui, il Euh, n'y a pas un endroit spécifique. voilà, On le répète dans chaque bouquin, bien sûr. Hein, ouais, bien sûr. ok. Ok, donc ces formations, quand vous les dispensez, en général, c'est où? C'est Paris? C'est la Ah non, Bretagne? voilà, là c'est en visio. Donc, Ah oui, c'est en visio, mais d'une façon générale, si vous les reprenez en présentiel, parce que j'imagine en que c'est... présentiel, pour l'instant, il y en a une de prévue en septembre à Lyon. D'accord. Hein. Et puis, ben, si ça marche bien, c'est un nouveau lieu. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Parce qu'ils ont l'air moins exigeants s'il y a des microbes qui circulent. Mhm. Donc, on verra. Et vous voyez qu'on n'est pas surchargé dans l'enseignement. Mais les gens qui accrochent bien ont vraiment un bon fonds de commerce avec 4 week-ends. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? S'il y a des personnes qui sont un peu aux quatre coins de la France, est-ce que vous avez d'autres personnes que vous pourriez recommander qui pratiquent comme vous et qui ont le niveau requis pour... Bah, par exemple, Bordeaux, mais Bordeaux, c'est une des premières que j'ai formées. Et elle est toujours toute seule, la pauvre. Donc, non, il y en a très, très peu parce que on ne fait pas d'examen de vérification de label, etc., de la compétence, donc on ne peut pas se permettre oui. on n'est pas une université pour l'instant, hein. Il faut déjà que les connaissances soient réunies, regroupées. Et pour l'instant, on n'a pas. Hein. Ok. Et quand vous faites des formations, c'est des groupes de quoi? 5, 10, 30 Ah non, personnes? non, non. En général, en présentiel, on fait 35. D'accord. Ok. Hein, Ok, 35. bon, ben écoutez, merci beaucoup. Riche d'enseignements, je suis certain en ce qui me concerne que c'est vraiment une piste, une orientation pour ce que j'espère sera la médecine ou la santé du futur. Quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous croyez aux microbes? Bah, évidemment, ils sont indispensables, les microbes. Ouais. Non, mais ils sont, Indispensables, non pas pour. C'est pour nous aider à guérir qu'ils sont là, pour nous aider à passer des niveaux. Hein. Bon, si j'ai un problème, par exemple, où je suis sensible à une séparation qu'on m'impose, eh ben, le microbe qui va m'aider, c'est le streptocoque de la scarlatine. Il a ce rôle-là. d'accord. Et, euh, et en fait, quelqu'un qui me demande comment vous vous positionnez par rapport au Covid. Ben, le Covid, le problème, c'est que c'est notre problème d'évolution. C'est-à-dire qu'on doit aller vers l'individuation, nous a dit Jung. Hein, et là, on est dans la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a fait fausse route complètement et on ne prend pas le temps de réfléchir, de s'arrêter, etc.
Donc, le confinement est quelque chose qui est très bon, hein. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on a chacun sa vocation et on n'a pas à foutre toutes les fabrications de masques en Chine, toutes les fabrications de, c'est quoi, dans d'autres pays. On doit chacun réaliser, non pas suivant les besoins économiques, mais suivant les capacités et puis la sagesse géographique, hein. Ok. Voilà. Ben, écoutez, docteur Thomas Lamotte, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demandait, ben oui, alors si on veut prendre contact avec vous, est-ce que je peux laisser votre mail dans… Non, non, c'est le Cridom qui dispatche. Ok, c'est le Cridom, Et voilà. donc, Donc, j'ai bien mis… voilà. Après, c'est vrai qu'il y a suivant les problèmes, des gens qui sont plus spécialisés à droite ou à gauche. Enfin, et c'est vrai qu'autant avoir la personne compétente directement. Alors, on fait beaucoup plus de visio parce que ça fait quand même beaucoup moins de kilomètres à faire, hein. Ouais. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Donc, le Cridom en référence si vous voulez reprendre contact. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. Merci et bonsoir.